Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau module de EDEcom où on va vous parler de stratégie marketing. Et dans la stratégie marketing, nous avons déjà vu l'environnement et le marché, nous passons donc maintenant à l'étude du secteur. Alors, le secteur, comme on vous l'a déjà dit, c'est l'ensemble des acteurs qui vendent un produit. Et donc, il va se retrouver dedans tous vos concurrents. Ici, vous avez une petite vidéo sur attaquer un gros marché. On ne va pas vous la passer dans ce module, mais Salvatore et moi, on vous en a déjà parlé dans un module précédent quand on vous parlait de barrières à l'entrée dans un marché. Je pense que c'est dans les concepts fondamentaux. Donc, n'hésitez pas à aller jeter une oreille soit à cette vidéo, soit à ce module concepts fondamentaux. Donc, qui dit concurrence, dit identifier et analyser nos concurrents. Et puis, une fois qu'on aura déterminé qui sont nos concurrents et quels sont leurs profils, comment ils se comportent sur le marché, alors on va pouvoir se poser la question de comment je me différencie de mes concurrents. Parce qu'en effet, quand vous suivez des cours d'économie à l'université ou à l'école, on vous parle toujours de concurrence pure et parfaite. Mais cette concurrence pure et parfaite, elle est absolument inexistante. Ici, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que chacun va essayer de se différencier. Autrement dit, si on était dans un système de concurrence pure et parfaite, le fait que quelqu'un choisisse de consommer chez vous plutôt que de consommer ailleurs serait simplement lié au hasard, puisque entre vous et un concurrent, il n'y aurait absolument aucune différence, ni en termes de produits, ni en termes de prix, ni en termes d'expérience, ni en termes de distance, ni en termes de facilité d'achat, de paiement. Tout serait identique pour le client. Du coup, le choix entre vous et un autre, ça serait purement le hasard. Comme ce n'est pas ce qu'on veut, on veut, et Salvatore vous l'a déjà dit, vous arrivez sur un marché qui est déjà très occupé, et votre rôle va être de voler des parts de marché. Hein, c'est ça que Salvatore parlait de vocabulaire un peu guerrier, où on va aller grappiller des parts de marché pour soi. Eh bien, il va falloir se différencier pour convaincre des clients de quitter les fournisseurs actuels qui remplissent leurs besoins pour venir consommer chez vous. Alors, la première étape pour ça, c'est d'identifier vos concurrents. Alors, qui sont vraiment mes concurrents? Et puis après, on va les analyser. Et quel est leur positionnement? Alors, le positionnement, c'est un concept spécifique. On va déjà l'aborder un peu ici. Vous verrez qu'on va le creuser après. Hein. Si je reviens à la racine, vous voyez que c'est la dernière bulle qu'on va attaquer en stratégie marketing. Mais on va déjà en toucher un mot maintenant. Alors, qui sont mes concurrents? Il y a une incompréhension généralement quand on parle à nos étudiants sur ce qu'est un concurrent. Pour nos étudiants, ce qu'on entend le plus, c'est les concurrents, c'est ceux qui vendent la même chose que moi. C'est un peu basique de dire ça, parce que tous ceux qui vendent la même chose que vous ne sont pas forcément vos concurrents, et des gens qui ne vendent pas la même chose que vous le sont peut-être. Je vous renvoie pour ceci à la vidéo qu'on a fait sur les 5 forces de porteurs, où on a déjà parlé de concurrence directe, les concurrents substituts, les concurrents potentiels. La première question à se poser quand on se dit qui est un concurrent, vous vous dites mais est-ce qu'il fait la même chose que moi? Je reviens sur les 5 forces de porteurs. La vraie question à se poser, c'est pas est-ce qu'il fait la même chose que moi, c'est remplit-il les mêmes besoins que moi? Vous vous souvenez d'un substitut, je peux boire du vin au lieu de boire de la bière, donc mes concurrents en tant que brasseurs de bière sont aussi des producteurs de vin. Si on va dans le bien-être, dans le massage, un centre de soins, du massage, des bains-bulles, du sauna, tout ça pourrait être des concurrents qui remplissent le même besoin de se relaxer, même pourquoi pas des cours de yoga pour aller vers quelque chose de plus sportif, mais aussi dans le mouvement et d'introspectif, remplissent le même besoin de se relaxer, mais qui ne font en fait pas la même chose. Donc on ne se pose pas la question, est-ce que qui fait la même chose que moi, mais qui remplit les mêmes besoins que moi? La première question, tous ceux qui ne remplissent pas le même besoin que moi, de facto, ne sont pas mes concurrents, puisque un client achète pour combler un besoin. Et le débat, et on ne va pas rentrer dans ce débat-là, du
Est-ce que ce sont des vrais besoins, des besoins essentiels? C'est vraiment la mode de parler de besoins essentiels pour le moment. Est-ce que c'est pas la pub et nos communautés, les réseaux sociaux et que sais-je qui créent des besoins? Peut-être, c'est pas ça la question. Ici, vous lancez pour défendre votre projet, votre passion. Donc, on va travailler là-dessus. Est-ce qu'ils remplissent les mêmes besoins? Deuxièmement, est-ce que la zone de chalandise, leur zone de chalandise croise la mienne? Alors, qu'est-ce que la zone de chalandise? La zone de chalandise, c'est la zone géographique sur laquelle je vais avoir un impact. C'est-à-dire une zone géographique sur laquelle je vais pouvoir toucher des gens qui vont venir consommer chez moi. Cette zone de chalandise, elle peut être très très différente en fonction de votre métier. Je vais prendre deux exemples extrêmes. Je suis ambulancier. Ma zone de chalandise, elle est petite. Elle est petite parce que j'interviens dans l'urgence. Évidemment que je ne peux pas faire 100 bornes avant de trouver mon client. Sinon, mon client est mort. Donc, pas toujours, mais... Donc, ma zone de chalandise est très petite, d'autant que j'ai des accords avec des hôpitaux, etc., qui contraignent fortement ma zone de chalandise. À l'opposé, on a déjà parlé, par exemple, de tatoueurs qui ont une maîtrise très spécifique de leur art et qui fait que des gens sont prêts à traverser le globe pour aller se faire tatouer quelque part. Ou des restaurateurs qui ont une maîtrise presque artistique de la cuisine, où on va traverser la moitié du globe pour aller manger l'œuf cuit d'une certaine manière chez ce chef-là ou cette chef-là. Donc, en fonction de la complexité, de la rareté, du niveau d'expertise de ce que vous vendez, votre zone de chalandise va être plus ou moins grande. Bien entendu, si vous livrez, vous pouvez peut-être livrer un produit à distance, livrer un service à distance, c'est peut-être plus difficile. Donc en fonction de si vous travaillez sur une activité qui est liée à du produit ou à du service, votre zone de chalandise va déjà évoluer. Et l'erreur que font pas mal de nos étudiants, c'est de se dire, ben, en fait, je vais regarder ma zone de chalandise. Hein. Alors, dans la pratique marketing, on va définir plusieurs zones de chalandise, primaire, secondaire, tertiaire, en fonction de la facilité avec laquelle le client a accès à vous. Rentrons pas là-dedans. Le but, c'est pas de faire ça. Mais par contre, ce qui est intéressant de se dire, c'est, ben, une fois que j'ai défini cette zone sur laquelle je peux avoir un impact, où sont mes concurrents? Et très souvent, on se dit, bah, mes concurrents, ils sont dans cette zone-là. Mais ça, c'est un peu réducteur, parce que c'est oublier de se dire que vos concurrents, ils ont aussi une zone de chalandise qui leur est propre. Et si un client est prêt à faire ça pour vous, et que vous êtes au centre d'un cercle qui tourne autour de vous, et que le client est prêt à faire cette distance-là pour vous, il n'y a pas de raison que le client ne soit pas prêt à faire la même distance pour quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, contrairement au réflexe premier qu'on a quand on étudie un peu le secteur, vos concurrents sont parfois beaucoup plus loin que ce que vous n'imaginez. Parce que vous vous dites, bah, mon client, il peut faire, parce que mon truc est vraiment très bien et tout, 30 minutes de bagnole. Et donc, vous allez regarder tous les concurrents dans cette région-là et principalement les plus proches de vous. Alors qu'en fait, vos concurrents, il faut regarder ceux qui sont les plus proches de vos clients et pas de vous. Quelle est ma zone de chalandise? Est-ce que c'est la même pour mes concurrents? Et du coup, quels sont mes concurrents? Et où se trouvent-ils? Et enfin, leur positionnement est-il similaire au mien? Ou est-ce que, si leur positionnement n'est pas similaire au mien, ils peuvent me prendre des parts de marché? Donc le positionnement, c'est quoi en un mot? C'est de se poser la question, quelle est la perception que le client a de moi quand il pense à moi? Et donc, je me positionne par rapport à des valeurs, par rapport à du service, par rapport à une image, par rapport, on verra tous des éléments de différenciation après. Si vous remplissez le même besoin, parfois avec le même produit ou le même service, et en dégageant les mêmes valeurs, ou en essayant de vous présenter de la même façon, évidemment, vous êtes en concurrence forte avec des gens qui sont comme vous. Parce que votre client va voir la même valeur ajoutée à venir chez vous qu'à venir chez votre concurrent. D'où l'importance de se différencier et de ne pas avoir le même positionnement que mes concurrents pour dire, ben, pas sûr que le client aille toujours chez moi, mais au moins,
il a un vrai choix. Le choix ne se joue pas au hasard. J'essaye de prendre le contrôle, en tout cas d'amener des leviers d'action pour orienter le choix du client. Et cette orientation, on l'a vu dans le dernier module, peut aussi amener à perdre des clients, ce qui n'est pas forcément grave si on gagne des clients qui sont parfois plus rentables. Est-ce que des gens remplissent le même besoin? Est-ce que nos zones de chalandise se croisent? Est-ce qu'on a un positionnement similaire? Ou bien, est-ce que le client, pour remplir son besoin, est prêt à aller consommer dans des entreprises qui ont des positionnements très différents? Un exemple pour essayer de vous faire comprendre ça, c'est de vous dire, dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, on a des positionnements qui sont très différents. On va avoir typiquement les épiceries fines bio qui essaient de couvrir de plus en plus une grande gamme de produits sans arriver à tout couvrir. Puis vous avez vraiment les supermarchés qui essaient de se positionner plus haut de gamme avec des marques, avec un achalandage, donc une manière de présenter les produits qui est plus haut de gamme, avec des dégustations, avec du conseil, avec une image de marque. On pourrait par exemple penser à Deleuze en Belgique, qui essaie de se positionner comme ça. Puis vous avez un peu touche à tout, qui sont moyens de gamme, qui n'ont pas vraiment de positionnement clair. Par exemple, Carrefour. C'est pour ça qu'en fait, ils sont en train de perdre des parts de marché et que ça ne leur va pas bien. Vous avez Deleuze, plus haut de gamme, Carrefour, un peu entre deux. Et puis vous avez les discounters ou les hard discounters qui essayent de vendre à bas prix et gratter des parts de marché en vendant à bas prix. Vous avez Colruyt, vous avez Lidl, vous avez Aldi. Ce qui est intéressant de se dire, c'est a priori la cible de ces trois magasins, prenons Aldi, Carrefour et Deleuze, ces cibles vont être différentes. Et pourtant, une cible plus haut de gamme, plus bourgeoise aujourd'hui, ne va pas forcément aller chez Deleuze. Les études montrent qu'il y a de plus en plus de cibles de population bourgeoise qui en fait va faire ses courses au hard discounter parce qu'ils se rendent compte que ouais, c'est un peu moins bien achalandé, mais globalement, c'est 1 heure que je passe dans le magasin et en fait, ça me coûte vraiment beaucoup moins cher et je m'en fous. Je suis prêt à sacrifier l'expérience d'achat que j'avais chez Deleuze pour un bas prix. Donc, parfois, vos concurrents ont le même positionnement que vous, parfois, ils n'ont pas le même positionnement que vous et ils peuvent quand même vous prendre des parts de marché. On pense par exemple aux opticiens. Vous avez des opticiens qui sont des opticiens indépendants, qui essayent de se démarquer, d'avoir un magasin spécifique, du conseil, une image. Vous avez toutes des chaînes d'optique, Afflelou, Peur, Optical, enfin voilà, plein. Et vous pourriez vous dire, ah ben voilà, 2 grandes catégories de concurrents. Un plus haut de gamme, et encore dans les indépendants, il y aura sans doute des plus créatifs, il y aura sans doute des plus hauts de gamme, des plus milieu de gamme. Et puis, les chaînes. Et puis voilà qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces, on se retrouve avec un petit présentoir avec des lunettes qu'on peut acheter à la caisse du magasin. Et vous vous retrouvez avec un concurrent qui n'a rien à voir en termes de positionnement. C'est même pas du positionnement, c'est juste oublier que c'est un accessoire de mode et que c'est un accessoire de santé. Passer sur la philosophie, ça me sert pour lire. Et si vous avez juste besoin d'un truc pour lire de temps en temps, voilà une paire de lunettes. On est complètement sur un positionnement différent. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de test, il n'y a pas... Mais le prix est super, super cheap, super low cost, et donc on essaye de manger des parts de marché aux opticiens avec du matériel low cost qui est distribué, et c'est vraiment l'enjeu de ces choses-là, c'est d'utiliser la grande distribution et donc les grands canaux de distribution pour bouffer des parts de marché au canal de distribution classique qui est l'opticien. Alors, quel est leur positionnement? Je viens déjà d'en parler, évidemment, puisque c'était le dernier point de qui sont mes concurrents. Et donc, pour se poser la question de quel est le positionnement de mes concurrents, on va se demander, tiens, quand je regarde leurs produits, quand je regarde leur communication, quand je regarde qui sort de leur magasin, concrètement, si je devais définir le persona de leur cible, ça serait qui? Est-ce que eux et moi, nous avons les mêmes cibles? Si nous avons les mêmes cibles, bien entendu que c'est un concurrent, je reviens à la catégorie identifiée, bien entendu que c'est un concurrent plus fort. Après, ils vendent un produit, ils vendent un service, ils vendent généralement
une expérience, c'est plutôt ça qu'on vend aujourd'hui que juste le produit ou juste le service, sauf pour l'achat en ligne. Et encore, on travaille énormément et de plus en plus sur les expériences d'achat en ligne. Qu'est-ce qu'ils vendent et comment ils le vendent, hein? Et donc, j'en reparlerai, mais Weight Watchers, par exemple, ne vend pas de la bouffe maigre. Elle ne vend pas de la bouffe pas sucrée. Weight Watchers, ils vendent une expérience communautaire qui m'aide à perdre du poids. Ou ils me vendent une silhouette plus fine. Ils me vendent du rêve, en fait. Donc, c'est pour ça que quand je dis que vendent-ils et comment le vendent-ils, ce n'est pas forcément une crème, un plat traiteur. Vous pouvez essayer de regarder vraiment le concept qu'ils essayent de vendre à leur client cible. Et puis, quelles sont leurs forces et quelles sont leurs faiblesses? Parce que aller confronter quelqu'un sur ses forces, c'est très difficile. Et pour en revenir à la vidéo et à ce que disait Salvatore, des concurrents avec des forces, ce sont des barrières à l'entrée sur des marchés qui sont très importantes. Si la force de votre concurrent, c'est qu'il est installé partout, il a une couverture très importante, c'est-à-dire qu'il a des magasins à plein de points, soit dans plein de villes, soit même dans plusieurs points de la ville. Hein. On peut penser au Starbucks, au Café Nero, au Burger King, enfin voilà, peu importe. Si c'est ça leur avantage, je ne peux pas aller me battre en disant bah ok, ça va, je vais rentrer sur le marché et en fait je vais inonder la ville de restaurants à burger. Pourquoi? Bah parce que vous n'avez pas la thune. Donc ça, c'est une grosse barrière à l'entrée. Ils ont une force. Je ne vais pas lutter contre cette force-là. Je vais essayer de prendre une part de marché qui est de niche et donc qui ne va pas forcément aller là. S'ils ont une autre force, ça pourrait être, et c'est souvent ce qu'on voit sur des gens bien implantés, c'est des économies d'échelle parce qu'ils sont déjà bien implantés, ils ont déjà quelque chose qui roule, comme ils ont déjà une quantité de ventes importante, ben, ils font des économies parce qu'ils achètent en gros des stocks, etc. Ils produisent en gros. Ben, évidemment, ils économisent de l'argent en produisant, donc ils peuvent mettre des prix plus bas. Parce que s'ils font ça, c'est qu'ils veulent vendre beaucoup, quitte à faire des marges plus petites. Mais si eux, ils ont des petites marges, c'est pas grave parce qu'ils vendent beaucoup. Mais moi, est-ce que je peux me permettre de les attaquer sur le prix? Ben non, parce que moi, je n'ai pas la force que pour vendre beaucoup. Pour vendre beaucoup, il me faudrait investir beaucoup en matière en outils de production. Pour vendre beaucoup, il me faudrait investir beaucoup en salariés, en tout cas en force de travail. Je ne saurais pas faire ça, surtout si j'ai des petites marges. Donc, je ne saurais pas les attaquer sur le prix. Donc, vraiment se rendre compte des forces de mes concurrents, surtout si elles sont mes faiblesses, pour ne pas aller les attaquer sur quelque chose sur lequel je ne fais pas le point. Essayer d'aller les attaquer sur quelque chose sur lequel je peux faire le point. L'expérience client, le conseil, etc. On en reparlera en différenciation. Quelles sont leurs faiblesses? Une grosse machine de guerre, c'est une machine qui a souvent une certaine inertie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément s'adapter rapidement au changement du marché. C'est peut-être des gens qui... Salvatore en parlait dans un module précédent, c'est une organisation qui a une image de marque très ancrée, qui ne va pas pouvoir pivoter facilement. C'est peut-être des gens qui sont implantés à certains endroits, qui ne peuvent pas facilement aller s'implanter à d'autres endroits, qui ont des gammes de produits qui ne peuvent pas vraiment changer parce qu'ils sont déjà délocalisés dans des centres de production low cost. Et vous, en fait, ce qui vous intéresse, c'est le local et la production haut de gamme. Et donc, de facto, vous pouvez les prendre sur ce revers-là. Donc voilà, analysez bien leurs forces et leurs faiblesses. Comment est-ce qu'ils communiquent? On l'oublie souvent, mais, et c'est bien l'enjeu de ce cours, la communication, in fine, c'est par là que tous les messages pour vendre vont passer. Et on pense souvent que ouais, la communication, c'est la pub. Mais non, la pub, c'est un événement, un prix, quelque chose de rare que je martèle pour amener des gens à l'action. Sauf certaines publicités qui visent vraiment la notoriété. Mais le but, c'est quand même d'amener des gens à l'action. Hein, moins 50%, venez acheter chez moi. Conditions salon prolongées, venez acheter maintenant chez moi, etc. Mais la communication d'une marque, c'est pas forcément ça.
c'est peut-être la manière dont elle entretient sa communauté de clientèle, c'est peut-être sa manière dont elle commente l'actualité, elle montre son expertise, parce qu'il y a même des secteurs d'activité dans lesquels il nous est interdit de faire de la publicité. Je pense aux avocats, je pense aux pharmaciens, je pense à pas mal de professions libérales qui sont encadrées par toute une série de règlements déontologiques et éthiques, où il leur est purement et simplement interdit de faire de la pub. Comment alors choper de la clientèle? Je vous vois venir avec le bouche à oreille, mais ça veut tout et rien dire, le bouche à oreille. Donc, concrètement, quels outils et quelles actions je mets en place pour créer du bouche à oreille et faire en sorte que le bouche à oreille fonctionne, véhicule les messages qui m'intéressent, etc. Ben, je vais mettre en place des outils de communication. Faire un blog, ce n'est pas faire de la pub. Avoir une page Facebook et entretenir une relation avec ma clientèle, ce n'est pas faire de la pub, c'est communiquer. Donc n'oubliez pas quand vous allez aller analyser la communication d'un de vos concurrents, qu'il ne faut pas juste regarder les éclats de publicité à la télé, à la radio, dans le journal, c'est aussi tout ce qui entoure la marque, la personnification qu'elle est en train de créer, le message général et l'atmosphère qui se dégage de sa communication. Un concurrent, c'est intéressant parce qu'on se met en lutte contre un concurrent et dans votre communication, mais on y reviendra, la lutte, c'est toujours quelque chose qui marche assez bien parce que les gens aiment bien voir un combat, David contre Goliath, même les trucs un peu déjà perdus. Je suis le petit challenger qui arrive sur le marché et je m'attaque aux grands. C'est un truc que les gens aiment assez bien, mais on en reparlera en communication. Mais parfois, on ne peut pas prendre un concurrent et le battre sur tous les domaines. Et donc, ça vaut peut-être la peine de s'en faire un allié et de faire des partenariats avec lui sur certains aspects du business. Si vous avez un positionnement très différent, si vous avez une cible différente, a priori, vos parts de marché ne se cannibalisent pas l'une l'autre. Quand vous augmentez votre part de marché, vous ne lui mangez pas forcément la sienne. Du coup, c'est peut-être une super occasion pour essayer de faire une association, un partenariat, de vous référencer l'un l'autre et de faire croître chacun vos parts de marché par rapport à d'autres concurrents qui, eux, alors, y perdront des plumes dans la bataille. Donc voilà un peu les deux grands axes pour identifier et analyser vos concurrents. Alors pour illustrer, Salvatore a eu l'idée de me dire, bah, Sylvain, tu aimes bien manger, tu aimes bien les burgers, on a bien compris dans le module sur les 4 piliers de l'entreprise que tu appréciais aller manger au Huggies Bar, qui est quand même, il faut le dire, le restaurant de deux camarades de classe qui sont sortis d'HEC en même temps que moi. Donc c'est vrai que je trouve ça chouette de valoriser les alumni de mon école. Et c'est de se dire, bah, tiens, le Huggies Bar, quand on regarde le marché, quand on regarde le secteur, pardon, quand on regarde le secteur de la vente de hamburgers en région liégeoise, ben, qu'est-ce qu'on va retrouver autour du Huggies Bar? D'abord, on va retrouver les grands classiques. On va retrouver les chaînes de fast-food. On va retrouver Burger King, on va retrouver McDonald's, ces deux chaînes emblématiques qui se font, on en a parlé, enfin, je viens de vous toucher un mot de publicité, de communication, elles se font une guerre sur les réseaux sociaux qui est absolument succulente à regarder. Je vous invite, si pas à suivre leur page parce que vous avez envie de craquer pour leurs produits, au moins à regarder de temps en temps un peu ce qu'ils font. C'est assez marrant de voir comment ils se renvoient la balle. Burger King et McDonald's, ils sont positionnés sur un prix de marché et ils ont vraiment une cible et en fait, ils organisent leur prix par rapport à cette cible-là. D'ailleurs, c'est à ce point calculé par rapport au pouvoir d'achat de la population qu'il y a un indicateur économique qu'on va comparer d'un pays à l'autre, et je vous jure que c'est vrai, je ne l'invente pas. Un des indicateurs qu'on regarde pour comparer le pouvoir d'achat d'un pays à l'autre, c'est le prix du Big Mac dans ces différents pays, dans ces différentes devises, et on va comparer le prix du Big Mac qui est toujours calculé par rapport à un certain pouvoir d'achat. Donc c'est assez intéressant de se dire, là, on a vraiment une cible qui est monétaire, on a vraiment une stratégie qui est de couverture importante. Après, bien entendu, qui vont communiquer, qui vont essayer de se positionner, ils vont essayer de trouver des mascottes. On se souvient tous de Ronald McDonald, mais je crois que la peur des clowns fait qu'on le voit de moins en moins. Burger King, ils n'ont peut-être pas de mascotte, mais du coup, si quand même, ils ont le roi. Hein, Burger King, c'est
le king du burger. Donc, on a cette image de roi qui revient. Donc, différence, puisque Huggies Bar plus cher, mais Huggies Bar ne se positionne pas du tout sur le burger de masse, etc. Ils ont une image américaine, mais de burger bar et pas de fast food. D'ailleurs, certains burgers du Huggies Bar sont estampillés slow food et non fast food. Donc, fast food, la bouffe qui est faite en masse, que je peux acheter et qui va m'arriver rapidement. C'est pas pour rien que les actionnaires de Burger King possèdent aussi Quick. Quick, ça veut dire rapide, je suis servi rapidement, on est exactement dans le fast food. Huggies Bar ne se positionne pas du tout comme un fast food, il se positionne comme un bar à burger haut de gamme. On a un autre positionnement. Ce que vous pouvez trouver aussi comme burger dans le coin, c'est tous les burgers de friterie. Et on a Bicky qui est souvent la sauce Bicky, le burger Bicky, qui est une marque de burger dans les friteries qui est assez courue. Alors, récemment, ils ont fait le bad buzz, comme quoi il faut toujours faire attention à la communication, avec une publicité sexiste où on voyait un homme frapper une femme qui disait « Et quoi, tu me ramènes même pas un Bicky Burger, c'est pas la marque que j'aime ». Autant dire que ça leur a pas fait que du bien, ce genre de publicité-là. À nouveau, peu importe ce qu'on dit de moi tant qu'on parle de moi, certains le pensent comme ça, mais je pense que ça va avoir un impact quand même assez long terme sur le truc. Mais donc, le burger Bicky, c'est du pain industriel, c'est de la viande qui est généralement frite, donc on n'est pas du tout sur du haut de gamme, on est chez Tati Frites qui va faire le burger en même temps que les frites, en même temps que des fricadelles, que des viandelles, que des mexicanos, que des allumettes, que j'en passe, mais tout ça dans une bonne odeur d'huile qui ne nous donne pas du tout cette image de bar UP. Et d'ailleurs, on ne s'y assied généralement pas dans les friteries. Très souvent, c'est à emporter et à manger chez soi. On n'est pas du tout dans le même genre de positionnement. D'ailleurs, une friterie, ici, le Bicky Burger, on est sur un produit qui est distribué dans des points de vente différents. Friterie Annick, friterie, j'en sais rien, moi seul normande, friterie que sais-je. Alors que Burger King, McDonald's, Huggies Bar, on est dans des points de vente qui sont, comment on dit, qui ont leur propre nom, éponyme, voilà. Dans des points de vente éponymes. Ils ont leur nom, c'est le point de vente Huggies, c'est le point de vente Burger King. Même dans les stations-service, si vous avez un Burger King, vous avez un point de vente Burger King. Ce n'est pas la cafétéria de la station qui vous vend un Burger King, qui vous vend un burger de la marque Burger King. Donc on est sur des positionnements et des canaux de distribution qui sont assez différents. Alors un autre positionnement en région liégeoise, ça pourrait être Green Burger par exemple. Et donc là, vous voyez que ce sont des burgers végétariens. On est clairement dans du slow food. Donc il n'y a pas de viande, c'est des choses à base de pois chiches, de houmous, etc. On n'est pas du tout sur la même clientèle que Burger King, que McDonald's. Donc Green Burger, on est vraiment sur un positionnement, pour réutiliser ce mot que Salvatore avait déjà cité, de niche. Le but, c'est pas de vendre à tout le monde. D'ailleurs, ils n'ont que très peu de tables et de couverts possibles à l'intérieur. Le but, c'est vraiment de cibler une petite clientèle, mais de travailler sur du local et sur du végétarien. Donc derrière, vous avez tout le déroulement de valeurs, végétarien, donc bien-être animal, végétarien, donc écologie, parce que beaucoup moins de production de carbone, etc. Alors, on a parlé de concurrents, et là, on est presque dans la concurrence directe. Je vous rappelle le concept de concurrence substitut. Je ne vends pas la même chose, mais je remplis les mêmes besoins. Clairement, quand on se prend un burger, c'est souvent ce qu'on appelle de la comfort food. C'est de la bouffe un peu grasse, un peu sucrée pour se sentir bien, pour profiter d'une soirée. Pizza Hut pourrait tout à fait être un concurrent de Huggies Bar. Dans ce cadre-là, je remplis le même besoin fondamental qui est nourrir. Et puis, le même besoin annexe qui est, et finalement, s'avaler un truc un peu gras, un peu sucré, qui fait du bien par là où ça passe. Donc Pizza Hut, qui ne fait pourtant pas de burger, pourrait être un concurrent de Huggies Bar. Et l'ensemble de ces burgers-là, de ces magasins et points de vente-là, ont le point commun que vous pouvez tous les trouver au centre-ville. Alors, par rapport au positionnement de Huggies Bar,
Moi, j'ai pensé ici à Liège à 3 autres restaurants, bars à burgers qui pouvaient proposer ces typologies de burgers. Vous avez I Love Burger, qui se trouve à Visé. Vous avez le Ellis Burger qui se trouve au centre-ville. Et vous avez le Miams Burger qui se trouve au centre-ville, dans le Carré. Quelle est la différence entre ces 3 challengers du Huggies Bar? Bien, le I Love Burger, je viens de dire, est à Visé. Visé, pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est une vingtaine de minutes en voiture, puis il faut se garer, puis il faut y aller. Donc, on a une différenciation au moins géographique. Alors, en plus, il ne se positionne pas sur le côté américain, le I Love Burger. Donc, voilà, mais ne serait-ce que pour la géographie, on a déjà une différence. Le Miams Burger, géographiquement, il est aussi un endroit très spécifique. Le Carré, c'est un quartier plein de bars, c'est un quartier qui vit la nuit, c'est parfois un quartier qui est considéré comme malfamé. On s'étonne toujours que certaines bijouteries arrivent à y survivre, alors que c'est un lieu de fête et de débit de boisson où ça descend pas mal. Tout le monde n'ira pas consommer au Miams Burger, qui se trouve dans le Carré. Par contre, le Huggies Bar, qui avait leur premier restaurant sur le boulevard, l'axe principal de Liège, ouvert un deuxième restaurant dans le centre-ville, qui lui se trouve dans une galerie commerçante, plutôt haut de gamme, le passage Lemonnier, en ayant repris un magasin qui est très stylisé, tout est blanc, tout est joli, donc on est vraiment sur un positionnement plus haut de gamme. Donc vous avez une différence entre le Huggies Bar centre-ville et le Miams, puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes endroits, et ce sont dans des endroits qui vont viser des cibles différentes. Vis-à-vis de I Love Burger, ils ne sont pas dans les mêmes endroits du tout, puisqu'il y a une vingtaine de minutes de différence en voiture entre les deux. Donc finalement, le vrai challenger au centre-ville de Gisbar va être le Ellis Burger, puisqu'ils ont les mêmes typologies de burgers. Ils se positionnent plutôt à la française et pas à l'américaine, mais ça reste un burger gourmet. Et ils occupent à peu près les mêmes espaces. Voilà pour un peu une analyse de concurrence avec des positionnements différents, des forces, des faiblesses. Ils n'ont pas les mêmes pricing, ils n'ont pas les mêmes moyens de communiquer. Donc vous voyez déjà tout ce qu'on peut dire rien qu'en parlant de burger. Alors, dernier aspect de l'analyse sectorielle, c'est se dire, OK, j'ai identifié, j'ai analysé mes concurrents, maintenant, je vais choisir comment je vais me différencier d'eux. Alors, pour se différencier d'un concurrent, on peut se différencier sur plusieurs aspects différents. Le premier aspect, et c'est finalement ce qui nous semble le plus logique, ce qui nous vient directement à l'esprit, c'est se différencier sur le produit, enfin le produit ou le service. Quelle va être la forme, la fonctionnalité, les performances, la durabilité, les matériaux de production, est-ce que ça va être réparable, est-ce qu'ils ont un look différent? Il y a plein de manières de se différencier sur le produit. J'ai trouvé différentes choses ici. Un article qui date de le 25 octobre 2018. On a Deleuze qui va draguer les jeunes urbains, comme dit l'article, avec des lunchs fraîches. Donc ici, vous voyez, c'est de se dire, il y a des autres grands magasins, mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est je vais innover sur mon produit, je vais intégrer à mon lieu de distribution un lieu de restauration, ce qui se fait déjà dans la plupart des hypermarchés décentralisés. Vous avez ce couloir avec plein de petits magasins, un cordonnier, un opticien et une chaîne de restauration ou l'autre, un bar, peut-être un coiffeur, une banque. C'est à peu près souvent la table de ces magasins-là, un fleuriste, à peu près. Et eux, ils disent, on va essayer de faire un coin alimentation, mais un coin alimentation de l'aise, et ça va être orienté fresh food, le côté un peu surfer sur la mode exquis, le petit lunch rapide mais sain. Donc comment est-ce qu'ils innovent sur le produit? En fait, ils innovent en ajoutant une gamme de produits différentes, et même plus qu'une gamme, un service différent qu'ils n'avaient pas avant chez eux. Le groupe SEB, le groupe d'électroménager SEB en France, lui, a misé sur la réparabilité. C'est-à-dire qu'à l'heure de Amazon, à l'heure de produits made in China,
certaines marques avaient un petit peu plus de mal à être visibles. Le groupe SEB, c'est notamment les marques SEB, mais aussi Moulinex. Oui. C'est les marques Rowenta, Krups, Calor, Lagostina, Tefal. Donc c'est le groupe SEB, donc tout ce qui concerne la maison, a vraiment misé sur la réparabilité et comment ils assurent que l'entièreté de leurs produits soit réparable pendant au moins 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, on va au moins trouver des pièces pour pouvoir les réparer. Donc j'ai un fer à repasser, ça m'est arrivé, le fer à repasser chez moi est tombé en panne. C'était simplement un problème de gâchette avec le petit contacteur qui était foutu. Bah, tout simplement, on commande la pièce, ça m'a coûté 8 euros et euh, le fer à repasser est reparti. Donc tout ça pour dire que de plus en plus, ça va être aussi dans le domaine de l'économie circulaire, hein, c'est un domaine dont on a déjà parlé, c'est-à-dire essayer de réutiliser, de recycler, de réparer un maximum les produits pour qu'ils ne quittent pas la chaîne de valeur, c'est-à-dire pour qu'ils ne se retrouvent pas en casse, pour qu'ils ne se retrouvent pas en pièces détachées en Afrique en train de polluer des sols. Donc c'est aussi une stratégie misée sur la réparabilité. On verra d'autres exemples. C'est pour ça aussi que des nouveaux métiers commencent à réapparaître. Euh, il ne vous viendrait pas à l'idée d'acheter euh, chez dans le petit magasin, le petit commerce du coin, votre nouvelle machine à laver. Pourquoi pas? Par contre, ça vous dirait peut-être plus de l'acheter en ligne, sur deuxième main, d'acheter une machine à laver, d'acheter une foreuse, d'acheter quelque chose. Mais d'un autre côté, d'autres commerces se, se réengagent dans la vie active, comme par exemple des techniciens. Demain, votre machine, si elle est réparable, c'est bien, mais qui va venir la réparer? Et donc, il va falloir peut-être des techniciens qui vont diagnostiquer, des électromécaniciens qui vont pouvoir réparer ce genre de, de produits. Dans les nouvelles technologies, vous avez aussi des métiers qui commencent à apparaître. Alors pour le moment, on ne le valorise pas encore assez, donc ça reste finalement des initiatives presque gratuites de type Relab et autres. Mais vous avez, tu parlais de techniciens et de mécaniciens et d'électromécaniciens de quartier. On pourrait tout à fait imaginer euh, le gars qui s'y connaît un peu, qui va réimprimer en 3D des pièces plastiques qui sont cassées dans un appareil, parce que autant le métal, un connecteur, une gâchette, ça se remplace, autant parfois, notre truc qui tombe, il y a un machin en plastique qui se pète et on se dit, bah voilà, c'est du plastique, c'est pété, si c'est pété, c'est foutu. Et donc l'impression 3D nous réouvre des portes sur de la réparabilité pour des choses qui, auparavant, quand c'était cassé, c'était cassé. Et les marques ont intérêt non pas à garder leur secret de fabrication, mais à dévoiler en open source leur plan. Parce que finalement, si moi je sais que ma machine à laver, s'il y a une poignée qui casse, je peux avoir le plan sur Internet qui est donné par la firme elle-même et que dans un Relab, je peux le faire, voir si j'ai une imprimante 3D et le faire moi-même demain, c'est tout bénef pour la marque. Et la marque, évidemment, pourra vendre plus cher sa machine. Oui. D'ailleurs, c'est mon autre exemple, c'est la marque Patagonia, qui est une marque de vêtements. Et vous voyez que sur l'étiquette, je pense que c'est un sac ici, ils ont ce qu'ils appellent la Ironclad Warranty. Et donc, cette garantie Ironclad, c'est une garantie de durabilité. Donc, c'est dire, voilà, nos produits sont faits pour durer et ils ont une garantie spécifique qui vous montre que, en fait, c'est des produits qui durent. Patagonia, en plus, se positionne sur du coton bio, sur du circuit court, sur du commerce équitable. Donc, ils ont de manière générale un positionnement particulièrement durable, mais en plus, vous voyez que vraiment la durabilité, euh, c'est quelque chose qui est en vogue. C'est pas pour rien que même dans les nouvelles technologies, aujourd'hui, on parle du Fairphone. Le Fairphone, c'est un smartphone qui est prévu pour être réparable. Les pièces s'enlèvent facilement, se changent, se réparent facilement, contrairement aux grandes marques de téléphonie, mais je pense en avoir déjà parlé dans un module précédent. Aussi se différencier sur tous les services additionnels. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que vous vendiez un produit ou un service, mais on mettait tout ça dans le groupe produit. Les services additionnels, c'est tout ce qui va accompagner
votre vente. Donc, ce qui va améliorer mon expérience d'achat, mon expérience de consommation et peut-être mon expérience post-achat si on parle de service après-vente. Donc, tout ce qui va être facilité de commande, tout ce qui va être les horaires, c'est un truc, hein, Salvatore, c'est assez étonnant. Quand on regarde les TFE de nos étudiants, de prime abord, tout le monde a à peu près les mêmes horaires, 9h midi, pause de midi, 13h, 17h. Pas de bol, c'est justement quand plus personne peut venir acheter chez vous, puisque vous faites les pauses au moment où tout le monde est en pause et vous ouvrez quand tout le monde est au boulot. Donc c'est assez déstabilisant de voir qu'il n'y ait pas plus de travail que ça sur les horaires. Alors, tout ce qui concerne la formation du client, le conseil au client, on vous en a déjà parlé avec l'exemple de JBC, je pense, où on se retrouvait finalement dans un magasin où on était assez peu conseillé et qu'on devait s'y retrouver par nous-mêmes. Mais je vous redonnerai d'autres exemples d'accompagnement du client quand on parlera du module sur la vente. Et puis la réparation, on vient d'en parler, le service après-vente. Donc les marques de distributeurs sont plus réactives que les marques A. C'est un phénomène qui vient de la grande distribution. En fait, on va parler de marques de distributeurs pour les hypermarchés ou les grands marchés. C'est-à-dire que vous allez chez Colruyt, vous avez la marque Bonnie. Vous allez chez Carrefour, vous avez la marque Carrefour. Chez Delhaize, vous avez la marque 365. C'est ce qu'on appelle des marques de distributeurs. C'est la chaîne de magasins elle-même qui crée sa propre marque, souvent dans des usines qui sont les mêmes ou à peu de choses près que celles qui font les grandes marques. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles doivent se différencier. Au jour d'aujourd'hui, si une chaîne de supermarchés n'avait pas de marque de distributeur, elle n'aurait rien pour se différencier. Et c'est là que j'ai un exemple à vous donner, par exemple Colruyt. Colruyt s'est assez fort différencié avec sa marque Bonnie et surtout Bonnie Bio. Et une des forces du supermarché Colruyt au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir une des plus larges gammes bio. Tout comme Delhaize, mais Colruyt va encore plus loin, a ses propres marques, soit traditionnelles, soit bio. Et donc, ça différencie très, 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 très fort les supermarchés Colruyt. Le bio, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Carrefour n'a pas pris le bon virage. On peut faire une analogie. Carrefour, avec ses marques bio, a toujours été à la traîne des autres supermarchés. Et donc, n'a pas su se positionner correctement face par exemple à un Colruyt qui non seulement a sa propre marque bio, marque de distributeur bio, mais va aussi dans le durable, a sa propre société de création d'énergie électrique avec des parcs éoliens offshore, avec l'installation de milliers de mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur sa halle de viande à Halle. Ce qui veut dire que Colruyt a aussi sa halle de viande. Donc, vous voyez qu'un supermarché qui se réinvente, qui adopte ses propres marques, qui va vers la durabilité, c'est aussi un moyen de se différencier. Et in fine, ça se ressent dans les prix. Parce qu'ils ont verticalisé la production. Ils sont devenus producteurs de l'électricité et de la viande jusqu'à leurs produits et ils le distribuent. Donc, ils ont verticalisé leur processus. Et ça leur permet d'afficher des prix qui sont un petit peu meilleurs. Alors l'autre, si vous parlez néerlandais, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. Elle a fait le buzz tout un temps. C'est une équipe d'humoristes qui a piégé Mobistar parce que Mobistar était absolument réputé pour son service client et son service après-vente exécrable. Et donc, ils ont piégé Mobistar avec un dépôt de containers devant les bureaux de Mobistar. Et à chaque fois que Mobistar essayait de les contacter pour faire bouger ce container, ils étaient envoyés dans la boucle infinie des répondeurs et des call centers automatiques avec différents rôles qui étaient joués par les humoristes. C'est très, très drôle à voir. Ça vaut la peine. Ça vous montre que le service client est extrêmement important et que si on ne le fait pas bien, on crée du bad buzz. Troisième aspect de différenciation, les compétences du personnel. Ces compétences, elles peuvent se ressentir, on en a déjà parlé dans les 4 piliers de l'entreprise vis-à-vis de l'interaction que vous avez avec le personnel, mais aussi vis-à-vis peut-être
de ses diplômes et de son expertise. Ce sont 2 magasins qui viennent se créer suite à l'expertise reconnue en ligne des entrepreneurs. Attends, je te laisse expliquer un petit peu le parcours. Alors, ce sont des parcours qu'on appelle Web to Store, c'est-à-dire qu'ils se sont créés en ligne et ils ont eu tellement de succès en ligne qu'on leur a réclamé des magasins en propre. Alors, Monsieur Chaussure, comme son nom ne l'indique pas, est devenu un spécialiste des produits liés à la chaussure, à la réparation des chaussures, au cirage de chaussures. Ils se sont spécialisés dans un marché de niche, les personnes qui s'intéressent au milieu de la chaussure et qui achètent des chaussures assez haut de gamme, en cuir, ça peut être des chaussures hommes, des chaussures femmes, essayent que cette chaussure-là reste propre, reste brillante, soit soignée, et donc a besoin soit d'un service pour les nettoyer et les cirer correctement. Alors, pour ceux qui se disent comment ça cirer des chaussures, je vous invite à aller sur leur site pour prendre des cours de cirage. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Si vous avez des belles chaussures en cuir et que vous voulez avoir un bout glacé, c'est pas si évident que ça que de le glacer. Et donc voilà, ils se sont spécialisés dans les produits haut de gamme liés à la chaussure, les brosses, les cirages, les imperméabilisants, le traitement des coutures de chaussures, les lacets, les, les services un petit peu spécialisés qu'on appelle les patines, donc ils créent des patines de chaussures spécifiques, ils vendent les produits de patine. Donc voilà un petit peu un concept assez sympa. Et ils sont devenus tellement experts sur le web qu'on leur a demandé d'aller plus loin et de dire ben, pourquoi vous ne faites pas des magasins de cordonnerie. Et donc, c'est pour ça qu'on voit en dessous la grande cordonnerie. Ils se sont spécialisés comme un cordonnier de luxe en plus d'avoir leur magasin en ligne. Donc ça, c'est pour Monsieur Chaussure. Bodgueul, c'est une marque de vêtements qui s'est créée au départ d'un blog. C'est-à-dire les fondateurs ont créé un blog lié à la mode masculine, mais pas simplement d'un point de vue tendance, qu'est-ce que c'est la mode, parler de marque, mais simplement parler du beau vêtement, du vêtement de qualité, du vêtement bien taillé. Je ne parlerai pas d'art sartorial, mais je parlerai de la construction des vêtements. Et leur blog a tellement eu de succès qu'on leur a dit, tiens, pourquoi est-ce que vous ne créez pas des vêtements? D'ailleurs, ils sont partis avec un leitmotiv, c'est-à-dire qu'ils créent une pièce, ils parlent de cette pièce-là, ils expliquent pourquoi, comment cette pièce a été créée, tout leur aspect technique, pourquoi c'est une pièce aux qualités extraordinaires. Par exemple, ils vont essayer de faire l'un des meilleurs jeans. Comment? Ils vont aller chercher les meilleures toiles de jeans au Japon, ils vont demander à un designer de créer le patron de jeans, ils vont même aller faire des recherches historiques sur le jeans, sur la morphologie des jeans, ils vont créer une pièce et puis ils vont le vendre en ligne. Et ils ont commencé à faire ça, une pièce, deux pièces, ils ont fait des collaborations avec des chaussures, par exemple, je pense qu'ils ont fait une collaboration avec Aigle, et ils ont fait une boots saharienne avec la marque Aigle. Tant et si bien on leur a demandé d'avoir des boutiques parce que les gens voulaient essayer. Et donc, ils ont des boutiques et parfois des boutiques qui sont tenues par des ambassadeurs. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est des clients super fans qui donnent un petit peu de leur temps pour aller tenir des boutiques bonne gueule et donc parler du concept des vêtements qu'ils connaissent eux-mêmes. Et là, vous avez atteint le Graal. C'est-à-dire que vous avez même plus, et c'est pour ça qu'on les a mis en compétence, c'est-à-dire que vous avez, pardon, vous avez pas le vendeur professionnel, mais vous avez carrément des clients à ce point conquis, à ce point experts dans le domaine, qu'ils deviennent des ambassadeurs de la marque. Et donc là, on est au summum du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on a carrément des clients qui personnifient la marque. Donc voilà pourquoi on les a mis dans compétences du personnel, euh, crédibilité, compétences, mais on aurait pu aussi les mettre dans les services additionnels parce que ce sont des experts évidemment maintenant en service après-vente, en réparation, en livraison, en passation de commandes. Donc voilà un petit peu des exemples à suivre. Ils ont des blogs, donc je vous dirais allez regarder ces blogs-là. C'est hyper instructif et ça vous permet d'avoir des idées si vous êtes un jeune entrepreneur dans le domaine du vêtement. Encore un aspect, les points de vente. Alors, on a déjà parlé pas mal de couverture, mais il y a ici évidemment l'aménagement du lieu.
On avait parlé dans une vidéo précédente, je pense que c'est dans la dernière sur le marketing de Abercrombie Fitch et de comment ils créent le buzz dans leur point de vente. Je pense d'ailleurs que j'ai repris l'illustration, voilà. Et donc l'idée, c'est de dire, mon point de vente n'est pas juste un point de vente, c'est vraiment un lieu d'expérience, un lieu où il y a du parfum, un lieu où il y a une discothèque, un lieu avec des gens beaux, et Salvatore le disait, des mannequins qui sont partout, c'est pas des vendeurs, c'est des mannequins. Donc on crée vraiment l'expérience et on se met dans des lieux stratégiques en termes de couverture. Les magasins Abercrombie Fitch ne sont que sur les grandes artères, l'avenue Louise à Bruxelles, les Champs-Élysées à Paris. Mais donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment, on vise les grandes artères et vous avez, quand vous passez sur les Champs-Élysées, parfois 2 heures de fil pour rentrer dans ce magasin. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était le cas. Donc, vraiment miser sur l'expérience au niveau du point de vente. Un autre point de vente qui est évidemment ultra agencé, c'est le point de vente IKEA. Alors, on pourrait parler d'IKEA pendant des heures, hein. D'ailleurs, si vous suivez un peu des youtubeurs, il y a un youtubeur liégeois, tant qu'à parler de la ville dont on est, qui s'appelle Un Créatif, qui a fait toute une vidéo sur Ikea qui est assez instructive. Je vous invite à aller la consulter. Mais alors, Ikea, ils sont assez géniaux parce que, alors déjà, vous n'êtes pas ennuyé au centre-ville. Vous savez que vous pouvez vous garer. On est toujours décentralisé par rapport à la ville. Et alors, Ikea, il y a plein de trucs qui font que c'est hyper intelligent. Alors, le premier truc, c'est que les études psychologiques, et je ne rigole pas en disant ça, ont prouvé que Ikea était un lieu de conflit. Parce que si vous êtes un couple et que vous allez à Ikea, c'est là que vous allez cristalliser tous vos conflits d'un coup. On va parler de l'aménagement de la maison, on va parler de garder de l'ancien mobilier ou de jeter de l'ancien mobilier, on va parler de décoration, on va parler de goût, on va parler d'argent, on va parler de futur, on va parler de projet. Bref, ça va pas être simple comme visite à Ikea. Si en plus vous avez un môme dans les pattes qui court partout, qui monte sur le truc sur le lit superposé, qui saute sur les fauteuils, ça va être très compliqué à gérer. Donc, ce que fait IKEA déjà, c'est il vous aide à profiter de l'expérience du magasin à l'esprit tranquille en s'occupant de vos enfants. Ce qui est déjà quelque chose d'absolument inattendu. Ensuite, quand vous visitez IKEA, qui est un magasin de meubles, vous ne visitez pas un magasin avec des meubles. Vous visitez des pièces. Alors, bien entendu, il y a des espaces où les meubles sont rassemblés pour les comparer, mais avant tout, vous les voyez dans des pièces. Vous arrivez, vous rentrez dans un truc et vous en ressortez en vous disant, mais finalement, ça a l'air d'être confortable de vivre dans 25 mètres carrés. Parce qu'ils vous ont optimisé le truc de manière à ce que vous dites, waouh, c'est vraiment génial. Les meubles sont vivants et vous vous projetez dans ces pièces de vie, dans ces atmosphères, et puis seulement vous allez acheter votre meuble après. Donc on ne vous vend pas le meuble, on vous vend vraiment l'atmosphère IKEA et le meuble dans un environnement. Ce sera évidemment pas le même environnement chez vous, mais voilà. Et puis il y a l'organisation bien connue du magasin où c'est très très difficile de ne pas passer par l'ensemble des pièces. Il faut connaître bien tous les raccourcis pour pouvoir éviter certaines pièces, sinon vous êtes guidé dans un labyrinthe qui fait que vous allez absolument tout regarder. Et quand vous avez fini de tout regarder, en termes de structuration de points de vente, Ikea se dit, bah ok, ça leur a déjà pris du temps de tout regarder. S'ils viennent dans la matinée ou quoi, on risque de les perdre parce que s'ils vont bouffer et puis qu'ils réfléchissent et puis qu'ils sortent du magasin, ils risquent de ne pas revenir. Non, non, on va optimiser nos ventes en vendant de la bouffe à prix coûtant, hein. Ils ne font pas un bal sur leur bouffe, mais on va faire un restaurant dans le magasin pour que les gens puissent bouffer vraiment pas cher, mais surtout qu'ils restent dans le magasin. Comme ça, on ne les perd pas et on continue le processus d'achat sans arrêt. Puis vous êtes redirigé au sous-sol, et alors là, le sous-sol, empiriquement, ce que je constate, c'est vous arrivez dans le sous-sol et vous vous dites, bon, j'ai besoin de ça, et vous repartez toujours avec ça. Donc, il y a un truc dans l'agencement, dans la proposition, qui fait que c'est alléchant et vous repartez toujours avec plus que ce que vous avez prévu de repartir. Donc voilà pour ne parler que de l'organisation du magasin. IKEA a vraiment ultra optimisé. Et le côté vous montez vous-même vos meubles permet de vous les vendre en kit. Vous les vendre en kit permet de les stocker en gagnant de la place. Donc logistiquement, c'est intelligent. Voilà, il y a toute une série de choses qui font que l'ensemble du magasin IKEA est extrêmement bien pensé. Et enfin, vous pouvez vous différencier sur l'image de marque.
Alors, l'image de marque, je vous rappelle la définition que j'ai déjà donnée dans un autre module de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la valeur réelle ou perçue. Donc, l'image de marque, c'est toute la valeur que va donner votre marque à votre magasin, à votre produit. C'est toute cette différence de valeur que quelqu'un va être prêt à mettre pour consommer chez vous. Et cette image de marque, elle va pouvoir être faite via l'expérience, bien entendu, la communauté de clients que vous créez, la cohérence de la communication entre ce que vous vendez, ce que vous faites vivre aux clients, les valeurs que vous défendez. Tout ça doit être très cohérent, sans quoi votre image de marque va être effritée au fur et à mesure. Et puis, derrière, ça peut se cristalliser sous forme de symboles, sous forme de look, que vous allez pouvoir défendre et mettre en avant. Moi, je pense à ma dernière expérience d'achat chez Lush. Clairement, toutes les vendeuses, parce qu'en l'occurrence, il n'y avait que des vendeuses ce jour-là, on était dans l'ultra respect du style de la vendeuse. Elles étaient toutes super maquillées. Et quand je dis super maquillées, c'est pas super bien maquillées, c'est extrêmement beaucoup maquillées. Mais peu importe, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste de dire, bah tiens, il y avait de l'extravagance, mais c'est pas grave parce qu'en fait, dans notre image de marque, on est tous humains, on est tous dans le bien-être, on est dans le respect animal, dans le non-test sur les animaux, dans le produit vegan. Euh, voilà, l'image de Lush, vous n'avez pas un logo. Le logo de Lush, finalement, c'est l'écriture Lush, mais cette typographie, elle va être utilisée sur tous les produits et ça va être bien packagé et du coup, il se passe quelque chose. La marque est quand même très reconnaissable. Voilà des bons et des mauvais exemples en termes d'image de marque. Euh, vous allez me penser obsédé, mais je vais continuer à vous parler de burgers. Big Fernand, c'est une marque, c'est une chaîne de burgers française. Et vous voyez qu'en termes d'image de marque, ils font le burger à la française. Quand vous allez dans c'est ici le surtitre, l'atelier du hamburger. Quand vous allez dans un restaurant Big Fernand, on va toujours vous répéter et vous ressasser et vous marteler le mot hamburger. Nous nous différencions des autres parce que notre image de marque, c'est l'image du burger à la française. C'est le hamburger. À dire avec un petit accent pincé parisien, ça aide à le faire passer. Et puis, vous voyez ici un médicament à gauche, peu importe lequel, Irfendolo. J'ai pris ça en photo dans une pharmacie. Et vous voyez que le positionnement et la manière de communiquer, c'est déjà vu à la télé. Donc ici, on est clairement dans une méthode de push, parce que, soyons bien d'accord, on est en train de parler de pharmaceutique, on est en train de parler de santé, on est en train de parler de soins. Votre argument de vente ne devrait pas être, au fait, on est passé dans l'émission achat, je sais pas quoi, enfin, vu à la télé, n'est pas un vrai argument de vente pour un médicament, en tout cas selon moi. Et donc, en termes de communication cohérente, pour moi, je trouve qu'on est dans le contre-exemple absolu ici. Personnellement, un médicament qui veut se vendre, une boîte qui veut me vendre un médicament en disant « au fait, on est passé à la télé », bah ouais, tu as mis beaucoup d'argent dans une pub, c'est pas ça qui va me faire acheter ton médicament. Ce que je veux, c'est des preuves d'efficacité, qu'elles soient parce que les composants chimiques ont un effet avéré ou parce que tu as un effet placebo avéré, mais je veux un effet avéré. Je veux pas juste avoir vu la boîte mauve à la télé. Donc en termes ici d'incohérence de communication, je trouve que c'est un exemple assez irritant et assez marquant. Voilà pour l'analyse du secteur. Je vous propose de vous retrouver dans le prochain module pour vous parler de deux choses. On fera un module sur les deux derniers aspects puisque ils sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Le marketing mix et le positionnement. À bientôt. À bientôt.